Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 1. Art-thérapie et art contemporain. Le sens figuré. La tentative de définir l'art-thérapie en donnant une signification à chacun des mots du composé est risquée. La conceptualisation des deux mots s'avère insurmontable, leur synthèse laborieuse et l'addition peu euphonique. Venant de deux champs disparates, cette discipline apparaît comme une espèce bizarre. Pourtant, en analysant son origine double, il est possible de montrer que le mot art-thérapie convient exactement à une époque historique et à une intention sociale, et que le développement de la discipline dépendra chaque fois des changements respectifs dans le domaine de l'art et dans le domaine de la psychothérapie. Déjà, les difficultés sont grandes pour s'accorder sur une définition de l'art capable d'inclure tous les objets qui réclament ce label. Les critères pour considérer un objet comme étant une œuvre d'art sont fluctuants, non seulement pour les productions artistiques contemporaines, mais aussi lorsqu'il s'agit d'inclure des productions issues des fouilles archéologiques, du folklore, des techniques sérielles, bref de toute activité façonnant des images. C'est justement de cet état fluctuant que profite l'art-thérapie. Pour l'artistan, appellation du sujet qui suit une thérapie par l'art à la façon dont les psychanalystes utilisent le barbarisme, analysant. Pour indiquer que cette personne n'a pas la passivité d'un patient, ni l'urgence d'un malade, ni les exigences d'un client, c'est plus facile de se rapporter à l'art gestuel ou minimaliste que de faire semblant de faire de l'art classique, démarche impossible sans un effort d'entraînement considérable. Certainement cela ne présuppose pas un jugement de valeur comparatif car si faire à la manière de Miro peut paraître plus facile du point de vue de la technique, c'est parce que cette illusion de facilité a été créée par l'auteur, et de cet acte d'invention nous sommes emprunteurs. Du côté de la thérapie, l'embarras est pareil. Car la pratique thérapeutique suppose la présence d'un symptôme, d'un comportement à comprendre et à transformer. Ce comportement, vécu comme anomalie, demande à son tour l'existence d'un critère de normalité toujours discutable. Il y a certainement la souffrance, mais comme Lacan le souligne, elle peut manquer ou encore être elle-même source de plaisir. Dans l'actualité, le traitement de la maladie mentale ou simplement du malaise psychique se réalise avec la conviction que la pensée humaine travaille à surmonter sa pathologie constitutive. La contradiction entre sa puissance virtuelle et sa dépendance totale par rapport à l'autre et à la réalité. Dans cette situation existentielle de souffrance symbolique, la normalité s'impose toujours comme un état arbitraire exigé d'un dehors par rapport auquel le sujet sera plus ou moins adapté. Dans l'état de turbulence sociale contradictoire et critique propre à notre société, chaque sujet doit se prendre en charge pour obtenir un ajustement personnel aux multiples situations, et trouver en lui-même des repères qui l'aident à réfléchir sur sa propre façon de penser et celle des autres. La psychothérapie naît dans un moment historique paradoxal où se conjugue la perte des repères, et la multiplication des possibilités de choix. Elle naît pour donner réponse à la conscience du mal de vivre. L'art-thérapie sera une des options techniques pour répondre à cette demande. La genèse de l'art-thérapie se place donc dans la confluence de deux histoires parallèles de la recherche concrète de sens, au moment où aussi bien l'art que le traitement de la maladie mentale deviennent antidogmatiques, relativistes, multiples, et s'autorisant d'eux-mêmes. La dimension esthétique. La conception moderne de l'art n'inclut que la dimension esthétique de la production humaine, en écartant d'autres comme l'utilité, l'artisanat, le sentiment religieux, l'expression psychologique et même la fonction sémiotique. Les œuvres dites de beaux-arts sont des objets dont la seule spécificité est d'être admirés. La conception charismatique, qui décrit l'amour de l'art dans le langage du coup de foudre, entend ce rapport comme l'accomplissement imaginaire d'une rencontre heureuse entre un style historique et le monde qui l'habille. La participation corporelle du sujet à cette rencontre lui rend vivante la culture. Cette harmonie était censée dériver dans un premier moment de l'histoire de l'art, de l'intuition d'une réalité autre où la vérité se donnait comme synchronie divine. Le subjectivisme rationaliste a soutenu par contre l'existence d'une structure a priori, capable de reconnaître le beau par l'émotion particulière qu'il suscite, reconnaissance que la raison corrobore par sa vocation universelle. Le passage de « j'aime » à « c'est beau » reste ainsi assuré. La même émotion raisonnée oriente la possibilité chez certains individus
de trouver des artifices propres à construire la chose, capables de provoquer cette admiration. Il devient chaque fois plus difficile de définir les qualités que doit avoir une œuvre d'art pour être considérée comme telle, ainsi que de prédire laquelle pourra passer l'épreuve de l'histoire. La seule garantie est pour le moment, le jugement de l'institution qui gère l'univers des beaux-arts. Le musée, conception encyclopédique du XVIIIe siècle, isole et sépare les objets jugés dignes d'être exhibés, se constituant comme un lieu laïque de sacralisation du génie humain. C'est à propos de l'art contemporain qu'on peut parler d'incarnation des idées, tout en considérant qu'il s'agit là d'idées dans le sens subjectif et singulier du terme. Chaque œuvre s'offre comme une idée qu'elle seule représente, de façon qu'en elle, être et représentation coïncident. La tâche thérapeutique change de cible lorsqu'elle abandonne le présuppose d'une priorité temporelle de l'idée, sur sa représentation circonstancielle. L'important maintenant est l'émergence chez le sujet d'une idée plastique qui ne soit ni antérieure au geste ni déjà faite, mais qui s'élabore au fur et à mesure de sa mise en œuvre. Dans une lettre à Hofmannsthal de 1907, Husserl écrit « Plus une œuvre d'art réclame une prise de position existentielle naturaliste et moins elle est esthétiquement pure. L'œuvre d'art elle-même ne nous semble pouvoir être plus ou moins pure, c'est notre approche qui s'effectue avec plus ou moins d'impureté intellectuelle. Aucune œuvre ne réclame donc une prise de position existentielle, elle peut simplement nous amener à faire une appréciation plus ou moins réaliste. Cela arrive précisément lorsqu'un défaut trop criant s'impose comme contrevenant une réalité préconçue. Husserl ajoute encore « Cet artiste qui observe le monde pour parvenir à une connaissance de la nature et de l'homme, se comporte à l'égard du monde comme se comporte le phénoménologue. Tandis qu'il le considère, le monde devient pour lui phénomène, son existence lui est indifférente. D'une certaine façon, l'art contemporain exauce la définition d'une esthétique artistique qui ne veut être que phénomène, mais en même temps lorsque l'œuvre ne représente rien, elle risque de devenir objet du monde et non plus une fiction ou un simulacre de quelque chose d'autre. Une réponse plus convaincante pour notre propos est donnée par Mark Richir, 1985, lorsqu'il analyse la portée phénoménologique d'un tableau de Maurice Wickart. Ce ne sont pas les choses qui paraissent mais des phénomènes des choses avant les choses, là où le paysage du visible est profondément dépaysant. L'auteur marque une distinction entre ces deux moments de la manifestation. L'apparaître est émergence du phénomène et le paraître est sa qualité d'illusion. Même si la créativité s'effectue dans le jeu entre les deux moments, l'œuvre émerge de l'effort de faire apparaître, possible par une liberté du très cher acquise qui continue à vibrer dans l'inconsistance de son aura. Le pouvoir d'un artiste comme Wickart consiste pour Richir à nous faire comprendre que le monde ne paraît que dans cet accord discordant de forme en formation, son temps est entre réminiscence et prémonition, son espace est de rêve. En tant que spectateurs, nous sommes témoins de ces naissances du voir, que l'artiste réinscrit avec chaque geste, pour donner une visibilité simultanée au corps et au monde dans l'éclatement des couleurs. Le peintre contemporain aussi bien que le phénoménologue nous apprennent, même lorsqu'il s'agit d'une œuvre classique, à mettre entre parenthèses le référent mondain du tableau et à rester un moment suspendu à sa genèse matérielle. À l'atelier, nous avons le privilège d'assister à l'élaboration de la toile en direct, de suivre de près les habitudes, les tâtonnements, les repentirs, les prévisions de l'artistan. Nous avons l'opportunité de voir l'œuvre plusieurs fois apparaître et disparaître, se remplir et se vider, œuvre qui reste finalement comme le champ de bataille d'une illusion victorieuse. À l'idéalisme néoclassique qui vient justement revendiquer la simulation des passions comme édifiante et socialement nécessaire, succède le romantisme, pour lequel la vérité de l'art dérive de l'autonomie subjective de l'artiste et de sa puissance de rendre visibles les passions. Ainsi exhorte Delacroix le jeune artiste. C'est en toi qu'il faut regarder et non autour de toi, car le sentiment pour le romantique est le seul signe sensible qui ne ment pas. L'impressionnisme le remplace avec sa sensualité vivante, son ivresse sensorielle, loin aussi bien des passions que des idéalités. Il ne s'agit plus de la vérité de la lumière métaphorique de l'esprit mais de la lumière sensible, de la vibration de l'œil dans les espaces. Ces trois conceptions du XIXe siècle renvoient à la notion classique de beauté, qui constitue encore le surmoi en art. Ce devoir-être de la représentation artistique, dont la forme est médiatisée par l'apprentissage des modèles canoniques,
est un préjugé à démonter en art-thérapie. En atelier, le manque des moyens cultivés de représentation rend celle-ci souvent confuse, laide, rageuse, désordonnée, naïve, toutes des modalités propres au passage de l'émotion à la toile. Justement, l'art contemporain accepte une multiplicité de valeurs contradictoires de façon telle que l'organisation harmonieuse de la toile par des gestes paisibles alterne avec des mouvements intempestifs provoquant l'horreur. Le rire, l'angoisse ou la nausée. Ces sentiments étaient parfois déjà exprimés dans l'art classique, mais alors à travers l'anecdote que les tableaux racontaient ou à travers le symbolisme iconographique des affects, propres de chaque époque, de chaque région et de chaque couche sociale. Le manque de technique de l'artisan induit de sa part une impossibilité de prévision, dont l'art contemporain fait son défi. De Kooning, par exemple, a montré que des coups de pinceau anarchiques se prêtaient à la formation d'images. Les coulures de Pollock sont, pour Arthur Danto, 1989, un monument érigé en l'honneur du hasarda, et lorsque Pollock se borne à exécuter la volonté de la peinture d'être elle-même, il croit n'exprimer rien de personnel. Ce type de production ne serait pas à proprement parler conscient et subjectif, du moment qu'il se remet au mouvement que la matière colorée engendre d'elle-même. L'artiste serait l'exécutant des impulsions qui le dépassent. Il y aurait là une façon contemporaine de faire l'expérience dramatique de l'imprévisible, ce qui est de l'ordre du destin. En atelier, la question est d'observer comment chaque sujet fait face à la situation aléatoire, s'il s'en sert, s'il l'évite, s'il joue passionnément les coups de chance et de malchance. Pour certains, l'arbitraire du résultat du geste spontané est métaphore de l'activité de l'inconscient, dont l'irruption incontrôlée peut être source d'angoisse. Dans l'activité gestuelle, le sens se fait sans guide, après coup. En cela, elle suit la norme de n'importe quel processus psychothérapeutique où l'attente doit être présente, mais vide de contenu précis. La conclusion est que si l'art-thérapie peut inclure le mot « art », c'est justement parce que celui-ci a perdu sa règle canonique. Nous ne sommes pourtant pas sur le terrain du peintre amateur qui continue à faire du joli, en marge des techniques académiques. L'artisan est presque le contraire de l'amateur classique, puisqu'il est invité le plus souvent à travailler sans modèle, qu'il soit réel, technique ou symbolique. Et dans le cas où le thérapeute propose l'imitation, c'est pour faire émerger les conflits du sujet par rapport à la reproduction. Il n'est pas non plus un artiste, dans le sens du peintre contemporain coté sur le marché de l'art, et à qui une trouvaille, laisser couler la peinture, faire des paquets de voitures, a donné la possibilité de rendre sa marque indélébile. Même dans les cas où l'artisan fut, et vous deviendrez un artiste, tant qu'il est en traitement visant une cure, sa créativité ne peut pas être aliénée aux expectatives d'un public ou de l'univers marchand. De la même façon, un traitement psychanalytique, qui se ferait avec l'intention de devenir une publication, aurait un effet thérapeutique pervers. L'art contemporain ne se trouve pas que dans les musées. Il se déplie dans l'urbanisme, la publicité, la reproduction des images, les formes et les couleurs des objets d'usage qui nous entourent. En isolant un champ artistique autonome, le musée vient simplement confiner des objets gratuits et inutiles pour les convertir en œuvres se justifiant exclusivement de ses propriétés esthétiques, du primat de l'apparence sur la fonction. Le lieu de l'art-thérapie est donc entre la rue et le musée, car elle demande de l'art un service. Ce service thérapeutique, projeté sur l'art comme possibilité essentielle, transforme le mot « art » en sa propre métaphore, en faire semblant. Deux caractères de l'artiste contemporain soutiennent encore cette fiction de faire de l'art que l'artisan doit avoir. En premier lieu, la revendication d'être le seul juge de sa propre production. Mais même ainsi, son jugement contient toujours une règle. Le geste symbolique qui consiste à froisser la feuille d'un travail supputé raté avant de le recommencer avec une autre, détruit la possibilité d'un retour correctif, comme si la seule façon de faire mieux était de détruire complètement le passé. Un deuxième caractère de l'artiste contemporain est la prégnance de son nom, devenu presque une marque de fabrique, tel le bleu de Klein. Ces monochromes, si personnels et reconnaissables, rendent cependant la personnalité de l'auteur absolument opaque. C'est dans l'atelier une forme de défense plus redoutable encore que l'imitation du conventionnel ou, faisant comme tout le monde. Le sujet s'annule sous la couverture d'un savoir-faire impersonnel, scolaire. Il nous reste à trouver le sens inconscient de chaque choix imitatif,
et de pondérer les motifs inconscients des variations individuelles. En sachant toujours que sans la réalité sociale, sans l'institution du métier d'artiste, bref, sans la génialité d'un Klein, ces expressions seraient impossibles. Panofsky considère que c'est l'intention esthétique qui fait l'objet esthétique. L'enjeu en art-thérapie est donc de soutenir symboliquement chaque intention sans perdre de vue celle plus fondamentale de guérir. C'est l'intention thérapeutique qui marque, au moins consciemment, les changements chez le sujet comme but souhaitable. Dans l'atelier, l'intention esthétique et l'intention thérapeutique se déterminent réciproquement. Pour Pierre Bourdieu, 1992, c'est l'œil de l'esthète qui constitue l'œuvre d'art comme telle. Mais dans la mesure où il est lui-même le produit d'une histoire collective. Or c'est la même histoire collective qui produit l'œil de l'esthète, l'oreille du psychanalyste et l'œil-oreille de l'art-thérapeute. Dans l'atelier, le simulacre artistique permet de jouer les trois instances et les tensions entre elles. L'atelier devient ainsi la scène dramatique qui amène la réalité sociale et historique, à laquelle le sujet ne peut s'intégrer qu'en exerçant son imaginaire. Or il n'y a pas d'imaginaire sans une forme historique propre. Et c'est dans les problèmes de mise en forme que l'on peut déceler les obstacles inconscients qui font résistance à l'effectuation concrète de l'image et de ce qui ressort d'elle comme donné à voir. La cécité esthétique est un symptôme, et souvent un symptôme d'aliénation sociale. Sous l'œil esthétique et l'écoute thérapeutique, le sujet est amené à trouver l'accès à la culture contemporaine où il pourra situer sa propre histoire. L'expérience artistique peut se comprendre du point de vue de l'artiste et du point de vue du spectateur. Pour le premier, le point de départ n'est pas simplement ce qu'il voit, parce qu'il y a toujours un arrangement de la composition qui convient à une intention plastique. Pour la création en acte, la vision se fait en même temps que l'œuvre. Du point de vue du spectateur, la quête de signification constitue un essai pour entrevoir les intentions de l'auteur. Cette recherche nous semble être un travail d'analyse intellectuelle postérieur à l'expérience esthétique, qui consiste à sentir l'appel de l'œuvre, à se trouver concerné par elle. Cela peut déclencher la nécessité de trouver une signification ou une motivation à l'ordonnance du tableau. Pour l'auteur, un idéal d'œuvre est érigé en hypothèse pour chaque tableau. Or l'hypothèse peut être erronée. Il s'agit alors de trouver si l'on veut comprendre quelque chose pour quelle hypothèse l'œuvre est une réussite. La plupart des psychothérapeutes qui utilisent le dessin et la peinture dans les séances ne visent que les significations textuelles contenues dans la représentation, pour chercher leur signification implicite. Pourtant, les intentions plastiques, conscientes et inconscientes, qui orientent les choix des moyens expressifs, sont elles-mêmes pleinement signifiantes. Les rapports du sujet aux différents matériaux, sa façon d'utiliser les instruments, le rythme de sa composition, la manière d'aborder les contrastes et les passages, l'adoption d'un style, chacun des aspects de la mise en œuvre, signifie une modalité de l'artistan aussi pleine des enseignements que les représentations elles-mêmes. Le monde artistique, en acceptant l'art brut, l'art naïf, l'art de l'objet trouvé, etc., donne une légitimité à l'usage métaphorique du mot art en thérapie. L'art-thérapie est l'institution qui fait de l'art une métaphore, le lieu social où on fait semblant d'être artiste. Pour cela, faut-il qu'on ait intériorisé l'histoire de l'art comme transformation. Il y a ainsi une grande distance entre l'association libre du surréalisme, dont la composition obéit à des règles esthétiques, et les images du rêve qui persistent au réveil, vouées à s'évanouir si un récit ne les organise pas. L'artistan, surtout lorsque des techniques comme le collage lui sont proposées, compose un tableau surréaliste marqué historiquement, où le sens du style justifie le disparate sans que celui-ci dénote de la confusion mentale. Or, si cette liberté peut aider à faire surgir des accouplements d'idées intéressants, elle peut aussi mieux occulter les conflits car dans le désordre, la rupture de sens est plus difficile à déceler. C'est précisément l'astuce de l'inconscient. Pour certains critiques, l'art contemporain apparaît comme le règne du n'importe quoi. Or, sous la forme d'un impératif catégorique, ce n'importe quoi se transforme en quelque chose qui importe. Le quoi nomme dans l'expression n'importe quoi l'ensemble des possibles. Une fois le tableau réalisé, il ne peut pas continuer à être n'importe quoi parce qu'il est en lui-même quelque chose de bien précis. À la limite, il peut être la représentation du n'importe quoi comme équivalent du désir impossible. De ne rien représenter. En même temps que les possibilités d'expression artistique se multiplient,
les discours portant sur des œuvres manquent de critères critiques stables. Resterait le jugement subjectif de goût, mais justement, l'art contemporain ne cherche pas à plaire, à éveiller le sentiment d'agréable qui accompagne la beauté, les papilles de son goût sont déréglées. Et comme chaque auteur produit une saveur différente, il faut, pour rendre compte de ses mérites, confectionner un discours métaphorique, allusif, analogique, aussi hermétique que l'œuvre jugée. La formule psychanalytique conditionnelle, c'est comme si, constitue aujourd'hui l'introduction la plus juste au jugement d'une œuvre. Cette forme de critique, dont le discours reprend d'une façon figurative la résonance affective de l'œuvre, est particulièrement utile en art-thérapie, où elle accomplit le rôle de l'interprétation. Réciproquement, nous pouvons parler des retombées de l'art-thérapie pour comprendre l'art contemporain. Le fou peint en tant que fou, le débile mental peint avec la pauvreté de ses ressources, et toute détresse trouve dans l'activité artistique un monde où la souplesse des lois permet un accueil sans réserve. La question est de savoir si les vrais artistes ne font pas pour leur part semblant d'être fous, de façon à brouiller toutes les pistes. Le geste ubuesque de Duchamp, tendant à détruire le rigueur académique et la tyrannie des responsables de musées, a été une subversion sans avenir puisque, restant impuni, il a été absorbé dans le système du musée, vitrine du marché de l'art. Arthur Danto, dans La Madone du futur, cite l'histoire racontée par Henry James d'un peintre qui, en attendant d'acquérir la perfection de Raphaël, se trouve, après 20 ans d'exercice, avec son modèle vieilli et la toile blanche devant lui. Danto imagine une continuité au récit. Un conservateur d'un musée d'art contemporain découvre l'artiste désespéré et acquiert l'œuvre pour l'inclure dans la salle des monochromes célèbres, joint à Rodchenko, Malevich, Klein, etc. La conclusion de ce dénouement c'est pour Danto qu'à la question « Qu'est-ce donc une œuvre d'art ?» Toutes les œuvres appartenant au modernisme se présentent comme une réponse. Anchio sono pittura. Pour compléter sa démonstration, Danto rappelle le canular d'Alphonse Allais destiné aux artistes. L'écrivain avait imprimé un rectangle blanc avec le titre Première communion de jeune fille chlorotique par un temps de neige et un autre noir avec le titre Combat de nègres dans une cave pendant la nuit. Au-delà de la boutade, il observe que la toile vierge n'est pas une image du tout, et notamment pas une image de rien. C'est seulement après la naissance de l'abstraction, éliminant la propriété d'être une image du concept des arts visuels, qu'une toile vierge a pu accéder au statut d'œuvre d'art. À chaque événement artistique nouveau, le pendule du doute se déclenche, est-ce ou n'est-ce pas de l'art ? Mais le mouvement s'arrête chaque fois avec le triomphe d'une opinion, positive ou négative, tranchant la question. Dans le domaine de l'art-thérapie, la question ne se pose pas, car l'œuvre ne fait que transiter comme un simulacre d'art à fonction thérapeutique. Chapitre 2. La folie idéalisée et le traitement social des malades mentaux. La tentative d'utiliser l'art avec une finalité thérapeutique ne peut se poser qu'au moment où la clinique psychothérapeutique change fondamentalement de contenu et d'exigences techniques. Elle dépend en même temps d'une transformation profonde dans la conception que la société se fait de la maladie mentale et de son traitement. La rencontre entre l'art et la thérapie n'est donc possible qu'au moment où surgit une théorie sémiologique immanente au fonctionnement mental, capable de rendre compte de la vocation dramatique de l'appareil symbolique. Dans les discours concernant la maladie mentale, on peut faire une distinction entre ceux qui visent la folie en tant qu'idée ou phénomène, et ceux qui parlent de la condition concrète des fous. Les discours de la folie idéalisée tendent à compenser et à neutraliser la peur constante qui, tout comme la mort, hante l'humain. La possibilité de n'être plus soi-même, tandis que les discours qui visent les conditions de vie des fous sont principalement d'ordre médical, juridique et sociopolitique. La folie et son histoire. Pour les anciens et la pensée archaïque en général, les comportements extravagants, les discours obscurs et les songes étaient du domaine du surnaturel. Socrate, selon Eric Dodds, enseigne que les dieux communiquent avec les hommes sous la forme du délire. Apollon inspirait la divination, Dionysos la vision mystique, les muses l'invention poétique et Aphrodite la folie d'amour. Toutefois, dans le Phèdre, Platon différencie deux types de folie. L'une est due à des maladies humaines, l'autre à un changement sous l'influence divine dans nos usages. Dans les Bacchantes, Euripide met en scène de manière particulièrement crue la folie humaine.
les hallucinations de Panthée, l'hystérie collective des Ménades, la démence d'Agave. Aristote, dans son opuscule sur la mélancolie, considère les comportements extrêmes des dieux comme paradigme de la folie humaine. Il rapporte à ce sujet deux des aventures d'Héraclès qui le conduisent à l'assassinat et au suicide. Frappé de folie par Héra, il massacre ses enfants. À cause des ulcères provoqués par la tunique de Nessus, il s'immole. Didier Anzieux, 1995, en analysant le mythe de Marsyas, explique que la peau écorchée montrerait le fantasme de la peau commune avec la mère et le besoin de se retrouver protégé, comme le bébé au sein du placenta. Manquant de ce fantasme, le sujet se sent écorché. Aristote, dans le même opuscule, cite aussi le cas de Bellérophon, où se lie solitude et misanthropie. Enfin, la mélancolie des philosophes est conçue par lui comme étant la manifestation de leur atopie, ne trouver sa place nulle part. Parallèlement, et suivant les enseignements organicistes d'Hippocrate, Aristote propose un test pour mesurer de façon empirique la folie humaine. Il y aurait une identité de cause entre la nature du vin et celle de la bile noire, tous deux étant modeleurs de caractère. Soit par l'effet du vin, soit par la bile noire, les gens deviennent coléreux, misanthropes, bavards, taciturnes, prompts aux larmes, sauvages ou obscènes. Il faut noter que pour les Grecs, la folie est toujours un état qui dépend de l'occasion, et non pas une façon d'être. Ainsi, par exemple, la phobie est une dysthymie qui se produit quand le mélange est trop froid pour l'occasion. Or Aristote avertit que ce résidu moral qui rend bête peut devenir aussi l'élan de l'imagination, car l'instabilité du tempérament tient lieu d'indétermination et de liberté. Dans la Rome impériale, la folie des dieux fut en partie remplacée par les excès des empereurs eux-mêmes, ces mortels dont la grandeur était à la mesure de leur démesure. L'argument de la folie, loin de nuire aux tyrans, était utile à l'instauration de la terreur, à la justification fataliste de tous les méfaits du pouvoir et enfin à donner au personnage une stature mythique. D'autre part, le point de vue médical, représenté par Soranus, gagnait en positivisme et en charité. Mais ce qui intéresse le plus les penseurs romains est la responsabilité morale des sujets malades de l'âme, incapables de résister au dérèglement mental, plus par fragilité que par mépris de la raison, Cicéron. G. Lanteri Laura indique que, dès la période hellénistique, des philosophes et des médecins vont estimer que l'étude de la seule nature, donc la médecine, peut avoir quelque chose à dire à propos de cette folie, que les traditions faisaient dépendre de la référence au domaine divin, tel que le monde antique le concevait. Le Dieu chrétien, continuant la lignée mosaïque, est essentiellement sagesse. Pour le christianisme du Moyen Âge, non seulement toute folie vient de l'égarement humain ou de la puissance diabolique, mais tout comportement qui contrevient à la loi divine est de la pure folie. Seule l'aide divine, la pénitence, l'exorcisme et le feu permettent au damné de racheter son salut. C'est le salut et non la santé qui est ici en jeu, car la folie consiste à s'écarter de la morale établie. Pourtant, les explications humorales sont toujours en vigueur et s'appliquent même aux personnes saintes. Ainsi, par exemple, Huarte de San Juan, en commentant l'Évangile, dit que quand Dieu a voulu former un homme qui fut propre à découvrir au monde la venue du Fils, Saint Paul, il le fit mélancolique, dans le ventre de sa mère, et le forma avec cette colère ardente et brûlée. Le discours officiel de l'Église catholique contraste avec les traditions populaires médiévales où la folie a une grande place symbolique. Dans les fêtes de Carême et les fêtes de l'âne, un pape fou est choisi pour présider à la parodie du paganisme préalable à l'avènement du Christ. Les réjouissances populaires à l'occasion de ces festivités représentent en même temps une revanche contre le dogmatisme religieux. Les tribunaux de l'Inquisition créés par Grégoire IX en 1233, peut-être tenant compte du caractère cathartique des fêtes, ne se sont pas attaqués frontalement à elles. Même si leur cible principale était la sorcellerie et l'hérésie, les sujets qui présentaient des comportements interdits ou anormaux furent suspectés de satanisme et condamnés aux exorcismes et à la torture. En même temps se développait autour de la Méditerranée une médecine clinique et une assistance hospitalière, en particulier inspirée par l'école de Salerne dans laquelle Constantin l'Africain devait faire le rapprochement entre certains troubles mentaux et le cerveau, par la pratique de l'autopsie. Un personnage folâtre va être admis à la cour pour divertir le roi et ses invités. À la Renaissance, le fou sera censé conseiller le roi.
Il sera chargé de l'amuser et de l'instruire des vérités que personne n'oserait lui dire, mais surtout de dire au noble, en présence du roi, des choses que celui-ci veut faire savoir sans se compromettre. Ainsi le bouffon Clarine de la vie est un songe de Pedro Calderón de la Barca, se présente comme celui qui parle sans permission et sans respect de la syntaxe. Je suis le plus grand amusateur de tous les Sérismondes. Le bouffon romantique est moins lucide et plus passionnel, dans le Faust de Goethe, il déclame « Ayez le sentiment, la passion, le feu. » C'est tout. Et la folie. Il en faut bien un peu. La littérature de la Renaissance présente la folie dans sa grandeur. Le fou raisonne sa folie dans laquelle il dédouble sa lucidité. Quelques dates à retenir qui constituent des bornes marquant le passage vers la mentalité moderne. La Nef des fous de Brandt sort en 1490, Erasme publie l'Éloge de la folie en 1511, Hamlet a été composé en 1600, Don Quichotte en 1605. Le discours de la méthode, c'est-à-dire l'Éloge du doute, en 1637. Les fous du livre de Brandt, dernier guide de moralité quotidienne médiévale, sont des malheureux qui se laissent prendre par les vices de la mondanité. Malheureux par son châtiment, le fou mérite toutefois son sort à cause de son insouciance car le fou ne s'occupe que de sa cornemuse. Le bateau est plus qu'une métaphore car les insensés étaient souvent chassés des villes et obligés à l'errance. La mise à l'épreuve de cette moralité dogmatique se trouve dans l'Éloge de la folie, où Erasme fait dire à la folie qu'on peut atteindre par elle la vérité car elle n'a nécessité de rien occulter quant à ses sentiments et ses intentions. Chez moi, point de phare, dit-elle, je ne feins sur mon visage un sentiment que mon cœur ne partage point. Il écrit, c'est pourquoi un grand roi n'a pas rougi de ce titre lorsqu'il a dit « Je suis le plus fou des hommes ». Et que Paul se retranche derrière l'excuse de la folie, je parle en insensé, parce qu'il sait que c'est le privilège des fous de proclamer seul la vérité sans offenser. Don Quichotte est fou par excès de justice, de sens de l'honneur, d'idéalisme. Il représente la générosité sans borne de l'anti-pragmatisme. Dans une toute autre tonalité, Shakespeare aussi tisse la trame de Hamlet sur un problème de justice et d'honneur. Les passions démesurées d'ambition assassine, de vengeance dubitative et d'amour malmené, déchaînent la folie et la mort. Pour Descartes, le sujet qui doute ne sera plus un sujet fou, mais un sujet doutant. Pourtant, il compare sa situation à celle des fous, en écrivant en 1641 « Et comment pourrais-je douter que ces mains et ce corps-ci soient à moi ? Si ce n'est peut-être que je me compare à ces insensés. Mais quoi ? Ce sont des fous, et je ne serais moins extravagant si je me réglais sur leurs exemples. Toutefois. Dans ce toutefois, réside toute l'ambiguïté de la lucidité de la méthode qui consiste à se demander si la certitude d'être éveillé ne serait pas un songe. Dans la société préclassique, les malades mentaux, psychotiques ou débiles n'étaient pas enfermés, certes, mais il n'est pas sûr pour autant que leur destin ait été moins pénible. Lorsqu'ils étaient pauvres, ils étaient mendiants, les passifs se laissaient mourir et les violents succombaient. Les fous nobles étaient considérés comme excentriques par leurs amis et blâmés par leurs ennemis. Les comportements troublants, obscénités, perversions, blasphèmes, considérés comme des envoûtements étaient soumis à des exorcismes et au feu. Dans Médecins, juges et sorcières au XVIIe siècle, Foucault rapporte qu'en 1598, la cour d'Angers avait condamné à mort un jeune homme accusé de s'être transformé en loup et d'avoir dévoré un enfant. Or la cour de Paris considéra qu'il y avait plus de folie en ce pauvre misérable idiot que de malice et sortilège, et ordonna qu'il fût placé afin d'être instruit et redressé de son esprit et d'être ramené à la connaissance de Dieu que l'extrême pauvreté lui avait fait méconnaître. À la base de l'indifférenciation entre le pécheur, le criminel et le malade mental, on trouve une conception éthico-politique des rapports entre l'âme et le corps, entre la dimension organique et la dimension spirituelle ou sociale de la personne. Déjà le médecin romain Caelius Aurélien fait une différence entre une manie qui vient de la purgation de l'âme, et celle qui provient d'une maladie du corps ou du mauvais tempérament de celui-ci. C'est cette dernière justement qui était passible des peines par iniquitate, c'est-à-dire lorsque la cause publique était en jeu. Avec la différenciation des groupes sociaux et notamment avec l'importance des bonnes manières, la maladie mentale devient un empêchement au bon fonctionnement de la société. Les fous sont alors bannis et enfermés comme des criminels. En 1657,
l'ordre monarchique décrète la création de l'hôpital général où les mendiants et les fous, assimilés aux criminels, sont concentrés. La folie est assimilée à un comportement asocial volontaire, le déraisonnement dépourvu d'honneur, ainsi que l'insolence et l'obscénité ont été retenus contre le marquis de Sade. Par contre, dans la même société, certains affects dits mélancoliques ou hypocondriaques commencent à être courants, et la souffrance psychologique, bien que tournée en dérision par les comédiens populaires de la cour, le malade imaginaire 1673, constitue une marque de distinction de la bourgeoisie. Pour Foucault 1994, c'est le couple Fioror-Inanitas qui a pratiquement organisé, selon les registres du geste et de la parole, le monde de la folie. Sont fous ceux qui, contre le code de la langue, prononcent des paroles sans signification, les insensés, les imbéciles, les déments, des paroles sacralisées, les violents, les furieux, ou qui font passer des significations interdites, les libertins, les entêtés. Dans l'Encyclopédie, volume 9, l'article Maladie, rédigé par M. Menuret, mêle les descriptions aux jugements moraux, tenant souvent les effets pour les causes. Les aliénations se divisent en 3 groupes. La mélancolie qui est un exercice dépravé et excessif de la pensée, l'imagination affaiblie et les désirs excessifs. Mais c'est bien dans l'œuvre de Denis Diderot que se trouvent les observations psychologiques les plus fines. L'hystérie dans les bijoux indiscrets, la mélancolie dans la pièce et le prologue, les perversions et la dépression dans la religieuse. La cause de la maladie mentale est pour Diderot la rencontre d'une prédisposition, la sensibilité exacerbée, et d'une situation sociale, le fanatisme religieux qui empêche l'exercice d'une sexualité normale et condamne le pécheur à l'ostracisme. Or, la folie n'est pas toujours pour lui une maladie. Il y a aussi la folie d'aimer, toujours légitime, et la folie créatrice où l'imagination doit savoir se laisser aller pour se reprendre aussitôt. Dans la première œuvre citée, l'auteur note la liaison entre le rêve et la folie. Nos rêves sont un ouvrage en marqueterie, dont les pièces sont plus ou moins nombreuses, plus ou moins régulièrement placées selon qu'on a l'esprit vif, l'imagination plus rapide et la mémoire plus fidèle. Ne serait-ce pas même en cela que consisterait la folie ? Par suite de la Révolution, les enchaînés de Bicêtre ont été libérés en 1794. Les animaux déchaînés seront considérés irresponsables. La question juridique devient peu à peu une question médicale. Les malades mentaux continuent d'être internés dans les hospices, mais la subversion issue des valeurs de l'illuminisme, qui les absout de leur culpabilité personnelle, arrive jusqu'à eux, en tant que citoyens sujets de droit. Or, de bête dangereuse, le fou est devenu un enfant sous tutelle réduit au silence, et toujours exclu. L'avènement du rationalisme classique a mis hors jeu la folie, et le savoir psychiatrique a inventé, façonné, découpé son objet, la maladie mentale, Foucault 2003. L'auteur illustre le passage en décrivant plusieurs scènes exemplaires. La première concerne Pinel faisant tomber les chaînes à Bicêtre, et la guérison consécutive des furieux du fait de sa libération. La deuxième a été racontée par Willis, le médecin du patient Georges III. Le monarque tombe dans la manie. Le médecin l'éloigne de sa famille dans un palais isolé. Un jour, l'aliéné, dans son fougueux délire, accueille très durement son médecin et le barbouille de saleté. Un des pages ceinture le délirant, le lave, change ses vêtements et sort aussitôt. De pareilles leçons, secondées par d'autres moyens du traitement, ont produit une guérison solide et sans rechute, grâce à ce pouvoir anonyme, réparti entre différentes personnes, qui se manifeste par l'implacabilité d'un règlement qui ne se formule même pas. La discipline s'installe comme un pouvoir dont la visibilité ne se trouve que dans la docilité et la soumission de ceux sur qui, en silence, il s'exerce. Cette scène constitue, pour Foucault, le sens même de la pratique qu'il appelle proto-psychiatrique, qui a mis en place le grand édifice institutionnel de l'asile psychiatrique à vocation curative. Il nous semble intéressant d'ajouter à la lumière de ce cas, le drame que Pirandello écrit en 1922, Henri IV. L'auteur met en scène l'histoire d'un jeune homme qui, à la suite d'une chute de cheval, se prend pour l'empereur d'Allemagne. Son entourage l'entretient dans sa folie. Recouvrant la raison, il feint encore la démence pour ne pas faire face à l'hypocrisie et à la cruauté du monde. Le dramaturge sicilien a porté à la hauteur d'une tragédie l'histoire d'un homme séquestré d'abord dans son propre personnage, puis obligé de subir à jamais la douleur du simulacre qu'il a inventé.
La folie du simulacre de la folie se constitue en servitude volontaire. Avec les formes de production industrielle, la santé et l'éducation deviennent une responsabilité communautaire. Les troubles psychotiques et de retard mental commencent à être l'objet de l'intérêt scientifique positiviste. Dans la conviction que la normalité est le bien-être, la neurologie, la psychiatrie et la psychologie se développent de façon à mieux comprendre la genèse des maladies et à trouver des traitements pour rendre l'individu plus adapté. Or tous ceux qui n'entrent pas dans le cadre du bonheur sont enfermés, ôtés au regard des gens normaux et soumis à 3 formes de traitement: la discipline, la suggestion et les médicaments. Le XIXe siècle, qui a commencé par imposer la rigueur des normes citoyennes, finit en revendiquant le droit à la sensualité, le plaisir, la libération du corps, mais encore sous la tutelle d'une moralité bourgeoise stricte qui se laisse transgresser avec des limites bien précises, au-delà desquelles il y a l'asile. Tandis que le progrès positiviste s'impose lentement, le romantisme légitime l'excès dans la passion. Tous les sentiments se cultivent jusqu'à la folie, ayant la mort comme horizon. La différence avec le traitement classique du couple folie-mort est que ici elle ne concerne plus les dieux et les grands de ce monde, mais les petits gens dont la seule grandeur est celle de la passion. Il faut attendre la littérature réaliste pour que la folie soit montrée comme une vraie maladie s'aggravant du fait d'être incomprise. Ainsi dans La tendre innocente de Lenormand ou le pathétique protagoniste de Des souris et des hommes de Steinbeck. Par contre, dans Icous, Schaffer pose le problème du droit à la folie comme différence, comme sortie désespérée du néant, et pose le problème du pouvoir psychiatrique. La pièce s'achève avec le dialogue suivant. Esther, un collègue, le garçon souffre, Martin. Lizard, le psychiatre, oui. Heather, toi tu peux finir avec sa souffrance. Lizard, oui. Heather, cela devrait te consoler, tu ne crois pas? Tu ne crois pas qu'en dernier c'est comme ça? Lizard, criant bon, ça va. Je supprimerai sa souffrance. Le délivrerai de sa folie. Et alors quoi? Il se sentira acceptable. Et quoi? Crois-tu que des sentiments comme les siens peuvent simplement être remodelés comme en plastique? Qu'ils peuvent être adaptés à d'autres objets choisis pour nous? Regarde-le. Pendant le dialogue, le garçon épuisé dort sur le divan. Même si je désirais faire de lui un mari ardent, un citoyen exemplaire, un dévot d'un Dieu abstrait et unique. Le plus probable est que j'arriverai à le transformer en un spectre. Psychanalyse et antipsychiatrie. Foucault nous présente encore 2 scènes, la scène psychanalytique et celle de l'antipsychiatrie. Avec le développement de la psychanalyse, la parole prend une place considérable dans les rapports thérapeute-malade, délogeant partiellement les médicaments et les méthodes de conditionnement. La fondation de l'inconscient comme lieu à la fois subjectif et irresponsable des pulsions sexuelles réprimées et la construction par Freud de la méthode psychanalytique du transfert, tendant à concilier ces pulsions avec le principe de réalité, ont rendu possible, d'un côté, la détermination d'un lieu thérapeutique où les conflits s'expriment dans des échanges verbaux, et ont permis d'instaurer, d'un autre côté, un nouvel ordre sémiologique ouvrant le champ du symptôme à l'interprétation. Freud, 1915, reprend l'idée de Rousseau selon laquelle une partie de la liberté naturelle originelle perdue peut être récupérée sous la forme contractuelle de la liberté sociopolitique, mais il considère ce passage comme le résultat d'une sexualité apprivoisée. Paradoxalement, la psychanalyse positiviste n'a pas abrogé l'idéalisation de la folie. Celle-ci exerce toujours la même fascination, particulièrement le discours psychotique qui reste opaque aux interprétations. Il ne faudrait surtout pas mépriser cette fascination car elle soutient la puissance dramatique de la séance où le discours du malade est sacré, gardé en secret, énigmatique, et le discours du thérapeute sibyllin, divinatoire, oraculaire. Cependant cette fascination, si elle reste dans l'imaginaire identificatoire, peut être un piège pour le thérapeute, car l'idéalisation de l'esthétique des comportements pathologiques est un grave obstacle à la démarche curative. Parfois, dans l'atelier, la force des productions représentant la souffrance du patient arrive à faire oublier la raison pour laquelle il est là. L'admiration, qui aide d'un côté le patient à se considérer comme un sujet valorisé, peut aussi contribuer à approfondir la scission en lui entre l'image et ce qu'elle signifie.
Malgré les conquêtes dans la compréhension de la pathologie psychologique, la perception du malade mental comme un sujet encombrant qui altère l'ordre et inquiète l'entourage est toujours là. Il y a eu et il y a constamment, malgré les changements de nomenclature, un abîme entre la réalité concrète de la vie des fous et des folles, et la vision intellectuelle de la déesse folie. La condition propre aux malades mentaux, la réalité de ces êtres humains souffrant eux-mêmes et faisant souffrir leur entourage est toujours un territoire géré par la religion, la jurisprudence et la médecine. D'ailleurs, le monde industriel, cybernétique et informatisé, est caractérisé par une grande puissance productive et donc une accélération de la consommation. Notre culture s'est centrée sur la revendication de la jouissance au présent, sur l'urgence de profiter de la vie. Tout cela a provoqué un état narcissique de révolte permanente, une inquiétude névrotique, dont les symptômes, sans tomber vraiment dans l'ordre de la maladie, demandent une attention, une compréhension, un traitement. La recherche des causes est reconnue comme une nécessité. Elle constitue presque un droit lorsque la méconnaissance se dénonce sous la forme d'un symptôme pathologique, anxiété, dépression, anorexie, maladie psychosomatique. On assiste à la mise en place d'un malaise généralisé qui touche tout le monde, où les anciens malades mentaux ne sont que les cas les plus inadaptés, et les fous dits psychotiques, des cas d'exception. Pour ces derniers, des transformations se font jour lentement, les méthodes thérapeutiques sont plus respectueuses, on essaye d'établir avec le malade des rapports personnels et les contacts des patients avec l'extérieur sont plus fréquents, car la société devient peu à peu plus tolérante aux différences de comportement eux-mêmes beaucoup plus diversifiées. D'ailleurs, tandis que la prévention, l'hygiène de vie et les médicaments ont écarté beaucoup de maladies produisant une détérioration mentale, la consommation de drogue, l'instabilité des conditions sociales, travail, foyer, et la solitude produisent toujours, sous d'autres apparences, les mêmes effets à tonalité paranoïaque, obsessionnelle ou phobique. Selon l'hypothèse de Foucault à la fin de son livre 2003, l'antipsychiatrie commence lorsqu'on a eu la certitude que Charcot produisait la crise d'hystérie qu'il décrivait. Le pouvoir du médecin était impliqué dans la vérité. 2 transformations ont suivi. Dans l'institution psychiatrique, la réduction du cadre pathologique à sa stricte réalité clinique et l'utilisation des techniques indispensables, neurochirurgie, pharmacologie, pour que ces manifestations disparaissent. Et dans la consultation, psychothérapie et psychanalyse, la production de la folie dans sa vérité par la mise hors circuit de tous les effets propres à l'espace asilaire, promouvant la règle du libre contrat entre le médecin et le malade et celle de la liberté discursive en établissant la règle du divan, où le pouvoir du médecin doit se monnayer, c'est bien le mot puisque les séances sont payantes, dans le transfert. Ce qui était impliqué encore dans la relation de pouvoir des techniques palliatives, c'était le droit absolu de la non-folie sur la folie, la normalité s'imposant au désordre et à la déviation. À ces 2 grandes formes discrètes de gestion s'oppose l'antipsychiatrie. Ainsi, Basalia et d'autres promeuvent la destruction systématique de l'institution par un travail interne qui soutient le droit du sujet de produire sa folie et la vérité de sa folie, sans tenir compte de la valeur de vérité que la psychiatrie peut pourvoir en termes de connaissance, d'exactitude diagnostique ou d'efficacité thérapeutique. Comment l'art-thérapie se place dans cette histoire et de quelle éthique se proclame-t-elle ? Dans l'institution psychiatrique, elle se pose comme lieu à part, avec un encadrement et une discipline contractuelle. Le sujet peut venir parce qu'il veut changer quelque chose qui ne va pas, mais aussi pour passer le temps, pour s'amuser, ou parce qu'il aime peindre. La question n'est pas là, toutes ces motivations sont pertinentes et sujettes à contradiction. C'est à travers les activités elles-mêmes qu'il peut découvrir chez lui des possibilités qu'il ne suspectait pas. Le plus important c'est que fou ou pas fou, il tienne son rôle d'artiste auquel tout est permis, dans les limites des contraintes matérielles et des rapports avec les autres participants. L'art-thérapeute a un pouvoir, non seulement celui que lui confère l'institution, mais surtout celui que lui confèrent les malades eux-mêmes lorsqu'ils ressentent le besoin d'être gouvernés. Cette délégation de pouvoir est une ruse de la maladie tendant à maintenir certains symptômes et à rester dans la dépendance. C'est justement par l'utilisation de l'art que l'utopie antipsychiatrique rencontre un terrain où s'exercer, et qu'à partir de là, elle peut modifier le regard que les autres portent sur le sujet. Chapitre 3.
Le désœuvrement, symptôme de l'art actuel. L'art-thérapie est née de deux événements caractéristiques de la culture du XXe siècle, la psychanalyse et l'art contemporain. Toute réflexion sur les nouvelles contributions théoriques et les nouvelles modalités pratiques de ces deux disciplines enrichit et transforme le champ de l'art-thérapie. Le suivi attentif et critique des diverses tendances et écoles qui surgissent sans cesse, non seulement contribue à améliorer l'expérience professionnelle, mais permet aussi d'enregistrer les changements dans la sensibilité de chaque génération, pour mieux saisir ces questionnements et les formes que prennent ces désirs et ces angoisses. Notre champ étant celui du sensible, la compréhension des changements de la sensibilité est fondamentale pour déceler les façons d'être au monde de chacun de nos patients. La notion de désœuvrement nous semble pouvoir servir à cerner la portée de cette sensibilité, ainsi que les conditions de réceptivité aux tonalités affectives de l'ambiance. Le mot désœuvrement, dans le sens dans lequel il a été utilisé dans la critique littéraire et le champ de la réflexion esthétique, fut introduit par Maurice Blanchot, 1980, qui s'en sert pour faire la théorie de sa propre création littéraire. La notion de désœuvrement, style et sentiment. Le terme de désœuvrement annonce à la fois un style et un sentiment. Dans l'écriture du désastre, Blanchot définit le style qui correspond à l'idée. Il s'agit pour lui de travailler l'absence d'œuvre dans l'œuvre, tendance qui acquiert alors un caractère programmatique. Il ne s'agit pas de prendre conscience des trous noirs dans l'œuvre, mais plutôt de pratiquer le taraudage, pour marquer la discontinuité en elle comme vérité de notre existence. Le désœuvrement est aussi un sentiment, une déception. Dans le Pas au-delà, Blanchot dit que si le mot tracé peut être accueilli, c'est en tant que rature de ce qui ne fut pourtant jamais tracé. Il ne s'agit donc pas de la trace de l'absence, mais de la trace qui laisse la rature de cette absence. La trace ne marque pas ce que n'a pas été, mais plutôt la tentative de gommer la déception que produit tout ce que n'est pas venu. La réalisation intentionnée du gommage dans l'œuvre produit de retour des sentiments de désœuvrement capables de déclencher la chaîne des associations liées au motif des déceptions. Le désœuvrement comme symptôme social et individuel. La notion de désœuvrement non seulement peut nous aider à décrire quelques tendances de l'art contemporain, mais encore elle peut cibler un aspect de l'état d'esprit de notre époque dans ce qu'il contient de dissension. L'art peut faire figure dissidente parce qu'il n'a pas de servitude ni d'obligation, au moins dans sa forme. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.